Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Qu'est-ce qu'un préjugé? Comment se construit-il? Et surtout, quel impact a-t-il sur nos sociétés? C'est la question à laquelle répondent 39 historiens dans l'ouvrage Histoire des préjugés, mené sous la direction de Xavier Mauduit et de Jeanne Guéroux. Ils sont les invités du Grand JT aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, on zoome sur le concours QBES qui récompense chaque année les établissements qui font le plus d'économies d'énergie. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et cette semaine, on les a interrogés sur leur doudou. Mais avant ça, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On en sait plus sur l'adolescent soupçonné de préparer une attaque terroriste sur notre territoire. Il a 14 ans, il est originaire du Haut-Rhin et il est entendu par la DGSI depuis hier. Selon nos confrères de France Info, il serait radicalisé et acquis aux thèses de Daesh. De son côté, sa mère est totalement tombée des nues. Elle crie à la méprise et le présente simplement comme un petit chimiste qui aime fabriquer des explosifs pour son plaisir. Mais on apprend ce matin de la part de son avocat qu'un jour, un de ses amis lui a conseillé de se rendre sur le Darknet ou alors sur l'application Telegram, cette application de messagerie très privée, pour trouver des gens qui auraient des formules chimiques qui peuvent faire sauter des explosifs beaucoup plus forts. Le jeune homme y est allé, il est entré en contact avec des membres de Daesh qui auraient commencé à le manipuler. Hier soir, il a été officiellement mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes et infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Il a été placé également sous contrôle judiciaire. On en vient à cette histoire qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Des parents d'élèves qui bloquaient une école y ont été enfermés par une inspectrice académique et le directeur de l'établissement. Oui, c'est complètement fou à le dire, mais je vais vous expliquer. La scène s'est déroulée lundi dans l'Orne. Une vingtaine de parents qui manifestaient contre la fermeture d'une classe de primaire ont commencé à investir et à bloquer totalement l'établissement. Dès leur entrée en force, aux environs de 8h45, le directeur leur rappelle que leur action est illégale, ce qui est tout à fait vrai. 2 ou 3 manifestants se rendent alors dans chaque classe pour empêcher les cours d'avoir lieu et l'inspectrice académique de Caen est appelée en urgence pour dénouer la situation. Le dialogue tourne mal, l'inspectrice demande aux parents de partir, ce qu'ils refusent. Elle aurait donc ensuite enfermé les parents, les enseignants et les enfants à clé dans les salles de classe et elle aurait ordonné au directeur de l'école de faire la même chose, un geste de privation volontaire de liberté qui peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. L'histoire s'est finalement bien terminée puisque tout le monde a pu sortir par les sorties de secours, mais l'événement a beaucoup marqué la commune. Oui, en effet. Les fermetures de classe, décidément au cœur de l'actualité, avec cette nouvelle action de parents directement au cœur du conseil municipal de Beauvais. Hier soir, à la surprise générale, le maire de la ville a attendu 23h25 pour examiner le projet de fermeture de 7 classes de l'école élémentaire Émile Fouex. Mais la cinquantaine de parents d'élèves, responsables syndicaux et élus hostiles à cette décision avaient bel et bien attendu. Ils dénoncent un manque de concertation et de dialogue et une précipitation dans cette décision pour ne pas entraver la réélection du maire qui doit avoir lieu d'ici 3 ans. De son côté, ce dernier parle de problèmes d'amiante qui demanderaient des travaux trop importants, mais ses opposants le mettent en garde. Les écoles censées accueillir les élèves de ces 7 classes prochainement fermées ne sont pas prêtes et n'ont pas le nombre d'enseignants nécessaires, ce qui causera de vraies difficultés pour la rentrée de leurs enfants et leur affectation au sein des établissements de la ville. Un mot du permis de conduire qui pourrait bientôt être passé dès l'âge de 16 ans. Eh oui, comme aux États-Unis, finalement, l'exécutif fait un nouveau pas vers la jeunesse et notamment celle des campagnes que l'on sait particulièrement préoccupées par les distances à parcourir pour justement aller dans leurs établissements scolaires. L'âge légal pour passer le permis de conduire pourrait passer de 18 à 17 ans, voire à 16 ans si certains freins réglementaires venaient à sauter. La durée minimale de 20 heures de cours pratiques exigée à l'auto-école pourrait également être supprimée pour réduire le prix du permis. Les associations de leur côté ont immédiatement réagi. Elles soulignent ce risque de l'abaissement de l'âge dans un pays où le taux d'accident est toujours très important chez les 18-24 ans. Elles se disent davantage favorables à renforcer la conduite accompagnée qu'elles proposent de redescendre à 15 ans.
Et vous vouliez conclure, cher Loïc, en nous partageant une belle histoire d'acceptation de soi qui implique Jean-Luc Reichmann. Hier sur Europe 1, Philippe Glohagen, qui est écrivain et qui est le fondateur du Guide du routard, bien connu, était l'invité de l'émission Média de Philippe Vandel, auprès donc de Jean-Luc Reichmann, qui était venu parler de sa série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Et il a tenu à raconter l'exemple que fut le présentateur de TF1 pour son fils, qui porte également une tache de vin sur le visage et qui a eu bien du mal à l'accepter, surtout à l'école quand il était petit. Écoutez. J'ai un fils adoré, Clément, qui, comme Jean-Luc, a une petite tache de vin sur le nez. Et quand il était gamin, 4 ans, 5 ans, il était ennuyé, paniqué. Papa, maman, je veux me faire opérer, c'est terrible, et tout. Et on a découvert Jean-Luc Reichmann à la télévision. Et nous, ça a été une révélation. Pourquoi ? Mais parce que Jean-Luc ne se maquille pas sa tache de vin. Et peu à peu, il est rentré dans notre famille, et c'était un exemple, on le regardait tout le temps. Il ne se maquillait pas, et on peut vivre et avoir du succès et être heureux avec une tache de vin. Ça l'a aidé à vivre, et maintenant il a 38 ans, il est très heureux. Jean-Luc, merci pour Clément. Jean-Luc Reichmann était en studio avec Philippe Glohagen. Il a été vraiment touché par ce témoignage et il a dit que oui, la différence pour lui c'était très important. Et effectivement, accepter les différences, c'est le combat quotidien de tous ceux qui font l'école aujourd'hui. Jean-Luc, qu'on salue évidemment. Merci beaucoup Loïc. Alors je le disais, qu'est-ce qu'un préjugé ? Comment se construit-il ? Et surtout, quel est l'impact de ces préjugés jugés sur notre société ? On en parle tout de suite dans l'émission. Je suis ravie pour démarrer cette émission d'accueillir Jeanne Guéroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et journaliste sur France Culture pour l'émission Concordance des temps, ainsi que Xavier Mauduit, agrégé d'histoire, également animateur sur France Culture de l'émission Le cours de l'histoire et la 28 minutes d'Arte sur Arte. Exactement, voilà. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter ce livre, Histoire des préjugés, aux éditions Les Arènes. Alors c'est sous la direction de Jeanne Guéroux, Xavier Mauduit, avec le concours de 39 historiennes et historiens, on va en parler. J'aimerais tout de suite poser la question idiote, mais quand même utile. C'est quoi un préjugé ? Alors déjà, c'est pas idiot. Non, mais c'est vrai, c'est essentiel de revenir à la définition. Quand même, à la base. Ah ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Rappelez ce qu'est un préjugé. Un préjugé, c'est une idée préconçue. C'est une idée qui est là, qui circule. Alors, le préjugé, il peut être positif. Ça arrive très souvent, des préjugés positifs. Les Suédoises sont belles. Alors là, on a un vrai préjugé positif, alors que c'est pas vrai. Toutes les Suédoises ne sont pas belles. Et on a des préjugés le plus souvent négatifs, et c'est ceux-là qui nous ont intéressés avec Jeanne. C'est-à-dire aller chercher ces idées assez particulières sur des groupes humains, sur des personnalités, sur même tout simplement des couleurs, des objets, sur des animaux. En fait, ce qui fait mal, ce qui pique, ce qui dénigre. Voilà, c'est ça qui nous a intéressés avec Jeanne. Alors, dès les premières pages, on peut lire que ces préjugés ont la vie dure, ils persistent, ils perdurent dans le temps. Je cite, « Nous naissons, nous vivons, nous mourrons dans l'atmosphère du mensonge », écrit en 1923 Antonin Artaud en préface au fil des préjugés du psychiatre Édouard Toulouse. Alors, vous avez choisi justement, l'un et l'autre, de déconstruire ces fameux préjugés, les préjugés négatifs en l'occurrence, parce que positifs on peut les déconstruire aussi, mais finalement ils ont beaucoup moins d'impact, avec une arme redoutable qui est celle de l'histoire. Car en fait ce qui est important, c'est de poser les faits. Jeanne Guéroux. Mais oui, parce c'est vrai qu'un préjugé, on est totalement imprégné de plein de préjugés, qu'on le veuille ou non, on croit en être détaché. En vérité, non, les préjugés, c'est au quotidien. On pense qu'on est, voilà, je sais pas, moi par exemple, j'ai un enfant, à un moment on m'a dit, ton fils est roux. Et donc je me suis dit, mais non, il n'est pas roux. J'ai eu ce réflexe comme ça de me dire, mais mon fils n'est pas roux. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, pourquoi ce préjugé contre la rousseur, pourquoi tout d'un coup on a tendance à traiter les femmes hystérique. Mon même garçon s'est dit, ah mais attends, mais pourquoi les garçons ne pleurent pas, maman j'ai pas le droit de pleurer. On s'aperçoit qu'on est totalement imprégné par les préjugés. Alors d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce que même aujourd'hui, alors qu'on croit être sorti enfin voilà, être à l'abri de tous ces préjugés, pourquoi est-ce qu'on est encore totalement imprégné par ces préjugés ? Je pense que en fait le préjugé est un objet d'histoire, est un objet historique parce que les préjugés, au fil des siècles, ils ont eu un impact. Ils ont engendré des prises de décision, ils ont engendré des guerres, et donc c'est un objet historique et on a voulu effectivement les décortiquer et essayer de comprendre quand, à quel moment ils sont nés, quel en est remonter à la source, quelle en est la genèse. Oui, puis la meilleure arme, finalement, ce sont les faits historiques. C'est de raconter de manière factuelle qu'on a pensé comme ça, que finalement le préjugé est arrivé parce que telle et telle chose sont passées.
Ouais, c'est vraiment ça. Et en écho à ce que vient de dire Jeanne, les préjugés sur les roues sentent mauvais. Ça, c'est un préjugé qui est absolument terrible, qu'on entend, hein, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et alors là, j'ai presque envie de dire, il y a deux histoires. Il y a notre histoire individuelle, c'est-à-dire nous, comment on le sait? C'est ce qui nous a vraiment intéressé quand on a commencé à bosser, de se rendre compte qu'on les connaissait tous, ces préjugés, et sans être capable de dire comment on les connaissait. Je vous assure, personne n'est venu nous voir un jour quand nous étions gamins en nous disant « Attention, les roues sentent mauvais ». Je sais pas, mais pourtant on le sait. Donc ça, c'est l'histoire à notre propre échelle individuelle. Et puis après, on peut l'étendre sur le temps long. Comment c'est apparu? À partir de quel moment certains se sont mis à dire « les roues sentent mauvais ». Et puis on peut rajouter un autre aspect, et qui me semble moi essentiel, pourquoi ça a traversé les siècles? Pourquoi aujourd'hui encore ce préjugé qui nous fait remonter quand même plusieurs siècles en arrière, il est toujours là. Je vous pose la question justement, est-ce que c'est une façon de se protéger? Est-ce que la peur de l'autre est toujours là, continuelle, et on se dit finalement, c'est comme une nécessité de se construire avec ces préjugés-là pour se dire, oulala, ouh. Ouais, les préjugés sont utiles, hein, vraiment. Jeanne Guéraud. Mais en fait, on s'aperçoit que les préjugés, ils ont deux fonctions. D'abord, ils rassemblent, parce qu'on se rassemble autour du préjugé. Un groupe humain, un groupe d'individus à l'échelle du pays, à l'échelle d'un genre, les femmes, voilà. On a besoin du préjugé parce qu'il rassemble, parce qu'il permet de se définir, de se dire, voilà, d'avoir une propre estime de soi, de se dire, moi, je suis comme ça, et l'autre est comme ça. Il y a le moi et il y a eux. Donc, il a cet effet de rassemblement qui est indispensable. En fait, c'est un invariant anthropologique. On ne peut pas se passer des préjugés. En revanche, alors, la deuxième fonction du préjugé, c'est aussi de se démarquer de l'autre. Par exemple, si quelqu'un dérange, si quelqu'un inquiète, si quelqu'un scandalise, alors le roux, mais ça peut être aussi le juif, le noir, la personne qui est différente, à partir de là, on se sent, par exemple, dans une période de crise comme de pandémie ou de crise économique ou de crise politique comme actuellement, eh bien, on a besoin du préjugé. On voit les préjugés ressurgir très fort parce qu'on s'en sert pour se démarquer, pour dénigrer, pour exclure. Alors, je l'entends évidemment et c'est évident. Enfin, quand vous le dites, ça paraît extrêmement logique. Est-ce qu'il y a aussi le sujet de l'ignorance qui entre en jeu? Le fait d'ignorer finalement d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres contrées. C'est toujours un peu l'histoire de la peur, hein, mais cette ignorance, finalement, elle participe aux préjugés? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit, en attaquant par l'histoire, au moins on va essayer de combler l'ignorance, parce que le monde étant très complexe, le préjugé est pratique, et c'est aussi une de ses utilités, c'est de mettre une étiquette à un groupe humain comme ça, on l'assimile de manière beaucoup plus aisée. Les Allemands sont des ploucs et les Anglais sont excentriques. Vous voyez, comme ça, bon, allez, on n'a pas besoin de réfléchir et tout de suite, on a une étiquette pour un groupe. Les Chinois sont fourbes. Bon, ben voilà, comme ça, on sait. Parce que c'est vrai que face à la complexité du monde, notre cerveau a du mal à analyser. Donc, il va très vite et il prend des biais. Et le préjugé, il va se glisser ici, dans cette lecture extrêmement simple du monde. Or, bon, à partir de la mise en place d'un préjugé, on pourrait dire, voilà, la lecture est fausse parce qu'on le sait de manière, mais presque naturelle. Sans blague, je viens de vous dire, les Chinois sont fourbes. Personne n'ira dire, tous les Chinois sont fourbes dans l'absolu, ils sont tous fourbes. Or, ce qui montre ici que le préjugé est efficace, c'est qu'il relève d'une tendance générale. Vous voyez, un truc comme ça, qui est insidieux. Eh bien, le préjugé, il a toujours un appui, je ne dis pas de vérité, parce que ce n'est pas ça, mais il naît à un moment où il apparaît utile, et après, eh bien, c'est ce qu'on en fait. C'est ça qui est très fort. C'est à quoi il va servir. Parce que quelque chose qui ne sert pas disparaît. Et le préjugé, comme l'a très bien dit Jeanne, il naît pour répondre à un besoin, une utilité, différenciée des groupes humains. Et après, c'est comment il est récupéré. Et le plus souvent, c'est pour imposer une domination. Évidemment, on va parler de cette domination, justement. La particularité de ce livre que j'ai absolument dévoré et que je vous conseille vraiment, mais urgemment, Histoire des préjugés, donc sous la direction de nos invités Jeanne Guéraud et Xavier Mauduit, avec 39 historiens et historiennes, a cette particularité d'avoir été donc écrit donc, sous votre direction, mais avec ces 39 historiens et historiennes. C'était aussi une volonté de faire participer d'autres historiens que vous, puisque vous l'êtes déjà, donc, à cette idée de, on va finalement choisir et l'un et l'autre notre préjugé le plus flagrant, ou celui dont j'ai absolument envie de parler, ou sur lequel j'ai envie d'enquêter. Jeanne Guéraud. Oui, c'est vrai qu'on a voulu faire appel à la crème de la crème, j'ai envie de dire, des historiens et historiennes français. On a voulu... L'idée, ça a été donc de dresser une sorte d'inventaire raisonné des préjugés les plus répandus dans notre société, dans l'espace public, et à partir de là, effectivement, de faire appel à des historiens des différentes périodes, des spécialistes dans leur domaine, et de leur demander de réfléchir en fait à leur période historique, à leur sujet, mais sous l'angle du préjugé.
Et ils ont été parfois assez étonnés, mais ils se sont prêtés à cet exercice et c'est ça qui a été vraiment extrêmement enrichissant et intéressant pour nous. J'aurais aimé être une petite souris pour voir les discussions d'avant écriture, parce que franchement, quand on liste les préjugés, et je vais en dire quand même 2-3, parce que ça vaut le coup, et évidemment vous allez le lire chez vous, mais les Noirs sont serviles par nature, les pauvres vivent sur le dos des riches, les artistes sont des parasites. Les immigrés veulent islamiser l'Europe. Les tziganes sont des voleurs de poules et d'enfants. Bref, la liste est très très longue. On peut évidemment donc lire, je disais, 50 de préjugés, je crois, qui sont listés un peu dans le livre. Ce sont des poncifs qui persistent encore et encore. Beaucoup de livres d'histoire, évidemment, ont été écrits, assez peu, finalement, sur les préjugés. Pourquoi ? Alors que, finalement, c'est la première chose à déconstruire, finalement. C'est vrai que, comme disait Jeanne, quand on a été voir les spécialistes, on les a laissés un peu libres, en disant quel est le préjugé de votre objet d'étude. Parce que dans la démarche d'un historien, d'une historienne sérieuse, vu que le préjugé est faux, il va le mettre de côté, parce que c'est pas au cœur de l'objet d'étude. Or là, c'était un jeu de petits pas de côté, pour demander aux spécialistes de regarder comment leur objet d'étude a généré un préjugé. Et c'est vrai que dans une logique intellectuelle, quand vous étudiez un sujet, tenez, les tziganes sont des voleurs de poules et d'enfants. Vous allez étudier les tziganes en tant que tels, mais pas spécifiquement qu'ils sont voleurs de poules et d'enfants. Ça va apparaître souvent en marge. Donc vous voyez, là, on a mis au centre souvent ce qui était en marge. Et même pour les spécialistes, eh bien, ça a été un bel exercice intellectuel, parce que ça a permis d'un seul coup presque de s'extérioriser de son sujet pour mieux le comprendre. Et même nous, on a été surpris parfois sur les préjugés qui étaient avancés, parce que c'était pas les plus courants, et on a voulu jouer sur la multiplicité de types de préjugés. Alors il y en a un sur lequel j'ai pas pu résister, évidemment, de m'attarder, forcément, cette période de réforme des retraites et des 49.3 de multiples fois utilisés. Et bien évidemment, les Français sont arrogants et mal élevés. Ah bon, arrogant, un terme qui ne revient pas du tout en ce moment. Un petit peu. Non, mais c'est vrai que sur ces préjugés, ce qu'on voulait, c'est les préjugés venus de nous vers les autres et aussi des autres vers nous. Et pour les Français, c'était assez simple. Pour l'arrogance, c'est quelque chose qui unanime. Unanime. Mais tout le monde, les Français sont arrogants. Et on pourrait ajouter, parce que vous avez vu, on peut les associer, ces préjugés, parce qu'ils s'alimentent les uns les autres. Aux Gaulois sont bagarreurs. Tout à fait. C'est la même famille, en fait. Et là, on est sur un schéma intéressant, parce que les Français, c'est une nation, on représente une nation, et on est un moment où les préjugés s'associent à la construction des stéréotypes nationaux. Parce que pour fonder une nation, comme disait Jeanne, on a besoin d'éléments en commun. Alors, ces éléments en commun, ils peuvent être le rejet de l'autre. Les Allemands sont des ploucs, mais nous ne le sommes pas, parce que nous, c'est l'élégance. Les Français, vous voyez, on dénigre l'autre. Et à l'inverse, nous, on se prend des préjugés dans la face. Donc, l'arrogance. Mais là, ce qui est fort avec cette arrogance française, c'est qu'on en a fait une fierté. Les Gaulois sont bagarreurs, on en est très fiers en réalité. Et on le voit à chaque mouvement social, il y a de ça. Et vous avez eu un hashtag qui a circulé dans le monde anglo-saxon, Be More French. Soyez un petit peu plus français, parce que de l'extérieur, à regarder notre combativité pour lutter, en l'occurrence ici, c'est contre la réforme des retraites, et bien on a dit, tiens, cette arrogance française, ce culot français, c'est un atout. Donc vous voyez comment les préjugés sont complexes, parce qu'ils sont là pour dénigrer, et puis parfois, on peut se les accaparer pour en faire quelque chose de positif. Oui, ou alors de négatif, et vous parliez tout à l'heure de domination, justement. Alors cette domination-là, le problème majeur de ces préjugés, c'est la domination. On a reçu ici la première femme à avoir été première ministre en France, à savoir Édith Cresson, qui nous racontait justement à quel point elle avait été victime elle-même de préjugés, notamment quand on a traité de la Pompadour, etc. La cause des femmes, est-ce que c'est pas le premier sujet ? Pardon, je ne veux pas faire du féminisme, outrancier, mais enfin, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas vraiment le premier des premiers préjugés, finalement, dont il fallait parler ? En tout cas, effectivement, vous parlez du chapitre sur les femmes qui sont toutes hystériques. Les femmes sont folles, les femmes n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Elles sont à cause de l'hymen, toujours, c'est ça en fait. Alors l'historienne Yannick Pépa, qui rédige cet article, elle fait remonter ça au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle fait tout partir d'Hippocrate, donc le célèbre médecin qu'on connaît tous, et qui rédige une théorie des humeurs selon laquelle les corps, l'homme est associé au sec et au chaud, et la femme au froid et à l'humide. Donc déjà, c'est
c'est assez dévalorisant. Et la femme, en fait, le corps humain serait fait de plusieurs fluides, de 4 humeurs. Et ces humeurs, un mauvais équilibre de ces humeurs entraînerait des maladies. Or, la femme, on sait qu'elle a ses règles, et donc un mauvais écoulement du sang entraînerait en fait des maladies de femme. Et en fait, cette théorie, du coup, elle essentialise la femme, elle réduit la femme à son corps, à son utérus. L'homme n'ayant pas d'utérus, pas de problème pour lui. Et en fait, cette théorie pseudo-scientifique, elle va traverser les siècles, pour ne pas dire les millénaires, puis même 2 millénaires. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au XVIIIe siècle, on reprend ça. Au XIXe siècle, soi-disant scientifique, qui se targue de scientificité, on reprend encore ce préjugés, et il se banalise énormément. Et encore aujourd'hui, on le voit ressurgir dès que les femmes tentent de monter sur les barricades, de s'imposer. C'est incroyable, d'ailleurs. Moi, j'ai été très surpris en étudiant à travers Yannick Ripa, donc ce préjugé sur les femmes, de voir combien c'est quelque chose qui s'écrit sur un temps très très long, mais quand même tout doucement, avec des étapes. Et c'est fou de voir aujourd'hui ce côté absolument scientifique de l'analyse, ce qui fait que personne va dire aujourd'hui vous êtes hystérique. C'est très rare que les gens osent dire ça. Cependant, dès que quelqu'un va commencer à dire regardez, elle s'énerve encore, en fait c'est ce même préjugé-là qui apparaît. Vous voyez, il est toujours là, il n'est pas dit de la même manière, mais il est toujours très prégnant. Dès qu'une femme hausse un peu le ton, elle perd ses nerfs. Oui, toujours la même chose. Alors cela permet évidemment d'arriver à la responsabilité que nous avons tous ici en tant qu'historiens, journalistes ou en tout cas personnes de médias, ou tout simplement en écrivant un tel livre, qu'on soit parents, professeurs, effectivement, artistes, journalistes, peu importe, à nous de déconstruire ces préjugés pour permettre aux générations futures, justement, d'éventuellement construire une nouvelle société libre et sans préjugés. Est-ce qu'on y arrivera? On ne sait pas. Mais comment fait-on, justement, pour pouvoir expliquer aux enfants, aux lycéens que vous devez rencontrer, aux collégiens, lorsque vous présentez ce livre, pour leur expliquer, à un moment, lisez, comprenez les faits, basez-vous sur l'histoire. Ouais, parce que là, essayez d'en sortir. Ce que je disais là par rapport aux femmes, le préjugé, et ça vaut pour tous les préjugés, n'est plus verbalisé. Aujourd'hui, on ne va pas dire les Arabes sont violents. C'est très rare que ce soit écrit comme ça. Non, mais ils vont dire les Arabes sont encore des voleurs. Mais quand vous allez avoir une allusion à une actualité, bien sûr, regardez d'où il vient. Et on se comprend. Clin d'œil. Vous voyez, c'est peut-être ça, cette éducation à faire, c'est-à-dire rendre les gens vigilants. Alors, dans la société, sur un réseau social, de dire c'est un préjugé, ça. Ou alors à soi-même, tout simplement, quand on prend le métropolitain, le bus, de voir quelqu'un et de ressentir son propre ressenti. Vous voyez, la peur, il a une sale gueule, je me méfie un peu. Et mais pourquoi c'est dans oui, ça n'existe pas. Ça, non, mais la réalité, c'est quoi? Non. Comment faire? Comment faire? Au moins, savoir d'où ça vient. Vous avez jamais eu ce sentiment d'avoir peur face à quelqu'un ou de vous sentir mal à l'aise, au moins de se poser la question, pourquoi moi j'ai peur? Rien que ça, se poser la question, c'est déjà pas mal. Et l'histoire, ça aide, parce que là, on comprend. Vous voyez, par l'histoire, je dis, voilà, je comprends pourquoi j'ai peur. Et puis après, l'autre démarche, c'est de pouvoir les identifier. C'est de voir à quel moment, dans une prise de parole, que ce soit public ou sur un réseau social qui demeure en réalité public, là, en fait, c'est un préjugé. Et moi, je connais son histoire, je sais d'où ça vient, donc je peux au moins me séparer de ça. À partir de quand on est en fait confronté aux préjugés? Parce que quand on est un enfant, on est innocent finalement. Le premier bain, c'est celui des parents, de la famille, de l'école? Oui, en fait, l'être humain, il naît pour se retrouver dans l'espace qui l'environne. Il est tellement envahi d'informations qu'il catégorise tout de suite les groupes humains, les couleurs, les formes. Et voilà. Et après, à partir de là, c'est ce qu'on appelle donc des catégories. Après se greffent les stéréotypes, des images figées. Voilà, le français avec sa baguette, l'allemand avec ses Birkenstock et ses chaussettes. Voilà. Et après ça, l'étape d'après, c'est le préjugé. Et en fait, tout ça, images, préjugés, mais c'est dès l'école. C'est l'école, c'est le milieu socio-culturel dans lequel on gravite, c'est les amis, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, comme disait Xavier. En fait, on est environné en permanence, biberonné, j'allais dire, aux stéréotypes et aux préjugés. Et encore une fois, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, le but de notre livre, il n'est pas idéologique. Le but, c'est pas de dire les préjugés, c'est mal. On ne peut pas vivre sans préjugés. C'est comme ça, on en a besoin pour exister, pour se poser par rapport aux autres. Mais il faut réussir effectivement à les déconstruire, à les remettre en question, à se dire, bon, ok, je pense ça, ok, j'ai ce réflexe dans le métro, mais
d'où ça vient. Et puis peut-être se faire du bien aussi, de se dire qu'à un moment, moi c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, forcément des faits historiques que j'ignorais. Et donc en fait, en les apprenant, eh bien on comprend aussi pourquoi ces préjugés existent. Et quelque part, ça m'a fait du bien de me dire, alors moi je pense en avoir assez peu, mais globalement forcément je suis imprégnée. Donc finalement, j'ai pu comprendre certaines choses. Me dire, ah, cette société d'il y a peut-être 300 ans, 400 ans, effectivement, elle est tellement imprégnée déjà que tel fait historique a marqué telle chose. Vous parliez d'Hippocrate tout à l'heure, c'était le cas. Ouais, puis le monde est beaucoup plus limpide, hein. Vraiment, après, quand on a la clé historique. On comprend mieux d'où ça vient. Mais vas-y, Jeanne, ouais. Non, je voulais dire aussi, parce qu'actuellement, on parle beaucoup de cancel culture, de déboulonner des statuts, de remettre... On a une sorte on vit un peu dans une espèce de... Comment dire, de remise en question, on juge rétrospectivement le passé. Parce qu'on a une sorte de confort d'un moralisme rétrospectif, j'ai envie de dire. On va dire, Colbert, il avait tout faux, il est à l'origine du Code noir, donc hop, on déboulonne, il n'y a plus de lycée Colbert, etc. Et donc, ce confort, au lieu d'effacer, de déboulonner, de parler de politiquement correct, etc., on est en plein dedans actuellement, nous, on a préféré vraiment prendre à bras-le-corps les préjugés. D'ailleurs, vous voyez, les titres des chapitres sont vraiment... on a osé, vraiment, les nommer. Les Arabes sont violents, les Noirs ne pensent qu'au sexe. On a osé le faire, mais aussi parce qu'on pense que, il faut le prendre à bras-le-corps, il faut le nommer, il faut l'identifier pour pouvoir mieux en déjouer les illusions, pour pouvoir mieux le critiquer et le remettre en question. À l'école, comment peut-on aider justement les professeurs d'histoire que vous êtes et continuer à parler des faits, continuer à parler des périodes de l'histoire qui, par moment, dans certaines écoles, dans certains coins, les étudiants remettent en question les périodes ou les traitements justement de ces périodes de l'histoire. Alors peut-être à raison, parce qu'il y a certaines périodes qui n'ont pas forcément été suffisamment abordées ou peut-être abordées de manière fine, je ne sais pas. Mais en tout cas, comment faire en sorte que ce soit plus harmonieux pour les professeurs d'histoire et les étudiants aujourd'hui et les parents qui s'en mêlent, malheureusement. Moi, j'ai une confiance absolue dans l'intelligence de tout le monde globalement, mais des jeunes générations. Ouais, non, mais vraiment, parce que il y a la capacité à comprendre les choses quand elles sont expliquées et de manière accessible, parce que les gens sont en attente d'explications. Et on le disait, les préjugés sont là pour répondre à un monde complexe. C'est comme ça qu'ils ont été mis en place. Mais oui, parce que ça facilite finalement la vie. Du monde. Mais comme les stéréotypes, c'est pareil. C'est quoi la différence d'ailleurs entre les deux ? Le préjugé, c'est vraiment une idée reçue de manière négative, mais qui n'est pas uniquement lié, parce que dans le stéréotype, vous avez un côté image, à la construction presque caricaturale de quelque chose. On peut avoir des préjugés qui est un regard vraiment en hauteur sur l'autre. Le stéréotype, sans blague, ça fait partie, et on va le dire de manière assez simple, d'une nécessité. On a besoin de stéréotypes pour résumer un ensemble. Mais si par exemple, je prends un code politique très simple, extrémiste, alors tous les immigrés, effectivement, d'ailleurs, il y a un passage qui s'appelle comment ? C'est sur les immigrés, veulent islamiser l'Europe. Alors typiquement, qui pourrait donc être un code politique aujourd'hui utilisé. Le stéréotype, ce n'est pas celui-là. Alors le préjugé, en revanche, c'est d'être dans l'islamisation, effectivement. Oui, le stéréotype, il va beaucoup jouer sur l'image, avec l'image de l'immigré ou du français. Alors, le français, le béret, la baguette, et puis l'immigré, on va le repérer parce qu'il va avoir des caractéristiques de son origine, la djellaba, le machin. Oui, alors on est dans le stéréotype ridicule. Ouais. Après, le préjugé, il va porter un regard souvent pour diminuer l'autre. Un jugement. Pardon ? Un jugement. Oui, c'est ça, un jugement. Mais il y a vraiment ça. Et dans ce monde du préjugé, vous avez un moment qui pour moi est essentiel, et ça va avec ce que vous disiez sur l'éducation, c'est l'humour. Parce que l'humour se nourrit de préjugés. Et on en rigole beaucoup, les blagues sur les belles-mères, les blagues juives, les blagues sur les machins, les trucs, les Belges. Vous avez plein de blagues. C'est drôle, ou c'est un préjugé qu'on véhicule. Bien, vous voyez, c'est là où on peut faire appel à l'intelligence des gens qui arrivent à comprendre où l'on doit se placer. Vous voyez, c'est pas binaire, c'est pas oui ou non. C'est pour ça que c'est compliqué, et c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Parce que c'est beaucoup plus délicat à manier ces préjugés. Et donc, on le sent bien quand vous avez des sketchs qui jouent énormément sur ces codes-là. On arrive à replacer la chose. Et d'ailleurs, en jouant, ils les dénoncent par la même occasion.
faudrait pas lire ça de manière première. C'est aussi le rôle de l'école de démonter ces préjugés, mais de quelle manière? Parce que pour les professeurs d'histoire, on le voit assez bien et on le comprend effectivement en discutant avec vous, mais comment faire autrement? Là, je prends un exemple aussi du livre. On a un des chapitres qui s'appelle « L'Afrique n'a pas d'histoire ». L'Afrique n'a pas d'histoire. Elle termine son chapitre, Bénédicte Savoie, historienne qui vit à Berlin, mais spécialiste de l'histoire de l'Afrique et surtout de l'histoire de l'art. Elle termine son chapitre en disant « Mais en fait, ce préjugé... ça nous va très bien qu'il perdure. Il est encore trop peu enseigné à l'école. Et ça vient de là, c'est que l'historiographie, on s'imagine qu'elle n'a pas d'histoire parce qu'on s'est intéressé très très tard à l'histoire de l'Afrique. Pendant très longtemps, il y avait un préjugé qui disait on pensait qu'au-delà des zones torrides, on va dire au-delà du Sahara, on ne pouvait pas y vivre de toute façon. Donc on s'y intéressait peu. Par ailleurs, les Occidentaux maîtrisaient mal l'arabe, donc en fait, des gens comme Ibn Khaldoun, qui avaient déjà écrit sur l'Afrique, on n'avait pas tellement traduit, donc on ne connaissait pas en fait. Il y avait quelques sources, mais on s'y intéressait pas. Encore une fois, l'ignorance. L'ignorance, exactement. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, dans son fameux discours de Dakar, avait expliqué que l'Afrique n'avait pas d'histoire et qu'il n'était pas encore entré, l'Africain n'était pas encore entré dans l'histoire. Ce n'est pas exactement la même chose quand même. En tout cas, c'est quand même très choquant d'imaginer on pense encore beaucoup ça, qu'on s'imagine que c'est pas vraiment de l'art, ce qu'ils fabriquent, que finalement ils sauraient pas tellement. Vaut mieux qu'on garde en fait toutes les œuvres d'art qu'on a pillées là-bas, parce que eux ils sauraient pas tellement les conserver ni les mettre dans des musées. Enfin, il y a plein de préjugés, de ramifications de préjugés en fait qui découlent de ça. Et vous parliez de l'école, comment faire? Peut-être enseigner davantage l'histoire de l'Afrique. C'est déjà essentiel, bien entendu. Enseigner l'histoire. Et enseigner aussi l'éducation morale et civique, peut-être un peu plus dans les collèges et lycées, parce que ces 3 heures, c'est pas grand-chose quand même, ça suffit pas. Et c'est aussi sur ces préjugés que les citoyens fondent leurs opinions et donc vont voter. Oui, c'est l'impact. Oui, c'est très fort ça, ce que vous venez de dire, parce que le préjugé, il n'a pas d'origine. Par définition, il n'y a pas une date de naissance du préjugé. Il apparaît à un moment donné de l'histoire. Et après, il évolue, il s'adapte aux différents moments. Si bien qu'il arrive dans un inconscient individuel ou collectif, et qu'il est facile à mobiliser. C'est-à-dire que dans un discours politique, quand vous allez commencer à titiller cet endroit-là de la mémoire, vous allez être très efficace, parce que vous touchez un truc qui est « ça a toujours été comme ça ». Oh, ça a toujours été comme ça. Depuis la nuit des temps, on sait que les Noirs sont comme ça, que les Arabes sont comme ça. Et ça, on va le retrouver très facilement partout dans le monde, parce que là, on prend des exemples français, mais les Mexicains, vu des États-Unis, les Mexicains sont paresseux. Vous voyez, c'est très facile de dire ça, parce que le discours de Trump, et souvent les populismes, c'est ça, c'est vous touchez au petit truc qui est extrêmement sensible, parce qu'il touche à l'inconscient. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment on l'a pris. Ah ça doit être une vérité alors. Dans un des... alors je ne sais plus si c'est à la fin ou au milieu, je ne sais plus parce que je l'ai lu, c'est vrai, mais vous dites une phrase qui m'a beaucoup touchée, finalement démonter les préjugés, c'est un antidote à la haine, une haine qui est très présente sur les réseaux sociaux, mais qui est aussi un lieu où on peut trouver plein d'informations. Alors est-ce que vous ne seriez pas tenté, compte tenu de la désertion des librairies par les plus jeunes, d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire un podcast, pour pouvoir raconter davantage ce que sont les préjugés, pour que, peut-être les plus jeunes puissent aller enfin chercher une véritable réflexion sur ce que sont les préjugés de la société? Si, ce serait une idée. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas. Je prends 10%. Voilà, allez-y, vous avez apporté l'idée. Mais en tout cas, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a des échanges, ça fonctionne, ça intéresse. Je parle là des plus jeunes, le plus souvent. Ça intéresse, ça titille. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler lors de la journée de lutte contre le racisme et les discriminations à l'UNESCO. Il y avait des centaines de lycéens. Et vous voyez, vous parliez d'éducation. Dire, alors... tous les Noirs ne pensent qu'au sexe. Non, on sait que c'est faux. Déjà, rappelez ça, tout simplement, ça ne marche pas. Et 2, quand vous dites le racisme a une histoire, c'est-à-dire que la notion de race, c'est une notion qui évolue, que le racisme scientifique, c'est-à-dire la hiérarchie des races, c'est pas vieux, c'est le 19e siècle, fin 19e siècle. Rien que ça. Et qu'auparavant, il y avait sans doute du racisme, mais que... vu d'Europe, un prince ou un roi noir sera toujours supérieur à un petit paysan blanc. Parce que la hiérarchie, elle était plus sociale que selon les couleurs. Vous voyez, juste rappeler ça, ça fonctionne. Parce que d'un seul coup, ça réfléchit. On se dit, le racisme, c'est pas un truc intemporel. Les préjugés, en réalité, ils sont pas intemporels. Ils ont toujours été présents, mais ils évoluent. Certains, on les oublie.
et plusieurs siècles plus tard, ils ressurgissent parce qu'on en a besoin. C'est ça, ce sont des cycles. C'est ça. Tout comme l'homophobie, tout comme le misogynie, tout comme le racisme, effectivement. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée quand on parlait des préjugés sur les Juifs. Évidemment, les préjugés n'ont pas manqué d'exister. Et j'aurais imaginé que vous soyez parti sur le poncif, le préjugé hyper classique des Juifs avec l'argent. Eh bien non, là, vous êtes parti sur autre chose. Les Juifs ne se souciennent qu'entre eux. Pourquoi celui-là précisément? Mais en fait, on a été très surpris nous-mêmes parce qu'on l'a proposé donc à Catel Berthelot, une historienne qui a rédigé ce chapitre et qui, en fait, on était parti plutôt sur l'argent au départ. On était d'accord avec vous, nous. Voilà, parce qu'on avait dressé nous-mêmes un peu une liste, on proposait des pistes, et elle a dit non, l'argent c'est plus récent, en fait, ça date du Moyen-Âge, au moment où en fait l'Église interdisait en fait le commerce aux chrétiens, et donc c'est plutôt les Juifs qui commerçaient, et l'usure notamment, et donc ça, bon, effectivement, c'était plutôt des métiers réservés aux Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce préjugé qu'on a choisi, donc les Juifs ne vivent qu'entre eux, est beaucoup plus ancien. Celui-là, il remonte vraiment à l'Antiquité. Et donc ce chapitre est vraiment passionnant parce qu'elle nous fait vraiment traverser l'histoire sous cet angle-là. Et on comprend, et c'est l'objet, en fait, chaque chapitre, c'est une sorte de traversée historique à travers un angle précis. Et très factuelle et formidablement bien écrite. On rappelle 39 historiens, historiennes qui remontent à la source de nos préjugés. On peut les citer, on peut en citer quelques-uns. Donc Diana Cooper-Richet, Jean-Paul Demoule, Delphine Diaz, Sabine Dulin, Bruno de Mézil, Clément Pham, enfin ils sont très nombreux et surtout sous la direction donc, de Jeanne Guéraud et de Xavier Mauduit qui sont ici sur ce plateau. Bravo à vous deux. Merci vivement. Vraiment, j'ai adoré et je vous le conseille, vous qui nous suivez, nous regardez. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes ravis avec Loïc Landreau de recevoir Nathalie Lederman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice du programme CUBES. Alors CUBES pour Challenge Climat, Usage, Bâtiment et Enseignement scolaire, c'est ça? Alors le concours CUBES, c'est un challenge d'économie d'énergie. Racontez-nous. Alors voilà, tout à fait. En fait, on a lancé le championnat de France des économies d'énergie. Donc il y a plein de ligues et il y a une ligue scolaire. En fait, l'idée, c'est que on sait qu'on peut faire des économies d'énergie dans un bâtiment sur les usages et des économies très importantes. Donc on a lancé ce concours avec l'aide du CEREMA et on va animer les écoles, les collèges, les lycées, les écoles. On anime les professeurs et on les met avec la collectivité. En fait, on les met autour de la table et ainsi, si vous voulez, on arrive à trouver des plans d'action pour faire des économies d'énergie très, très substantielles puisqu'on arrive à faire des fois 20, des fois 30% d'économies d'énergie. Quand même, hein. Ah oui, c'est énorme. Alors la moyenne, c'est 12%, on va dire, mais là, on vient d'avoir la remise des prix. Il y en a qui ont fait 20%, 25%. Et on mesure aussi le gaz à effet de serre, la diminution de gaz à effet de serre, le fameux carbone, en fait. Là, il y a un établissement qui a fait 32%, et sans travaux. En fait, après, souvent, les collectivités mettent en place des travaux, puisque en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les établissements scolaires, il y a des directeurs d'établissement, l'équipe pédagogique, mais c'est la collectivité qui est en fait propriétaire des murs, propriétaire du patrimoine. Donc, ensemble, ils ne font pas des actions, et c'est souvent la collectivité qui va avoir des exploitants au niveau de l'énergie. Et donc, en fait, le directeur d'établissement n'a souvent pas accès au réglage du chauffage, etc. Donc, et souvent, l'exploitant ne sait pas comment fonctionne le bâtiment. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des cours de gym dans le gymnase toute la journée? Quelles sont vraiment les dates des vacances scolaires? On peut faire énormément d'économies en réfléchissant à l'usage du bâtiment. Mais donc, en fait, vous devez travailler de consort avec les collectivités pour que ça puisse marcher, justement. Tout à fait. Il y a des réunions avec les collectivités. Et ensuite, c'est surtout, dans l'établissement, c'est les élèves qui vont, par exemple, faire un diagnostic participatif. Donc, ils vont aller avec leurs professeurs qui ont été briefés par les coachs du CEREMA, en fait, et ils vont se promener dans l'établissement, et quand on le voit, c'est absolument extraordinaire. On voit des petits sixièmes qui disent mais il fait très chaud dans ce couloir, on a nos manteaux, pourquoi le couloir est allumé? À quoi ça sert puisqu'on a toujours nos manteaux dans les couloirs? Ce qui est du bon sens. Qui vont dire mais là, la fenêtre, là, elle laisse passer beaucoup d'air. Et ils vont aller comme ça dans toutes les pièces. Alors pardon, mais moi, le manteau dans les couloirs, enfin le matin, oui, le soir, oui, mais dans toute la journée, quand on change de classe, on n'a pas les manteaux systématiquement, si? En général, on a les manteaux, en fait, dans les collèges et les lycées, oui.
En fait, bon puisqu'on change de classe tout le temps, donc automatiquement, on prend les manteaux. On prend les manteaux de classe en classe. Il n'y a pas des petits portants, effectivement, dans le couloir. Donc, pour les petits. D'accord, mais ils remettent les manteaux en chaque fois qu'ils changent de classe. Oui, tout à fait. En général, ils les remettent parce qu'ils vont en cours de récréation entre les deux, ils remettent les manteaux. En tout cas, on peut au moins baisser, parce que c'est vrai ils courent, etc. Enfin, après, ça dépend des établissements, bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de choses. En fait, au niveau des gymnases, c'est impressionnant, et au niveau des vacances scolaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore alors peut-être cette année moins, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces quand même sur la sobriété énergétique cette année de la part du gouvernement, enfin, on a écouté, mais c'est vrai que... en tout cas, l'année dernière, il y avait énormément d'établissements scolaires dont le chauffage était ouvert pendant les vacances scolaires, tout simplement. Donc ça, c'est... Il y a un enjeu très important quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'établissements en France qui sont très anciens. Je pense notamment ici à Neuilly-sur-Seine où est implanté School TV. Nous avons des collèges, des lycées qui datent du 19e siècle et qui sont effectivement très mal isolés. Est-ce que finalement c'est pas peine perdue pour beaucoup de ces établissements où on ne peut rien faire sur la structure même? Alors, en fait, quand on veut faire des économies d'énergie, en effet, il y a deux choses. Il y a les usages d'un côté, le comportement, et de l'autre côté, la rénovation énergétique. On ne peut pas arriver aux 40%, 50% sur lesquels, les objectifs, sans faire les deux. Mais ceci étant, par exemple, le gagnant de cette année, c'est un établissement d'Arras, le collège Jean Baudel, qui a fait plus de 20% d'économie d'énergie, et c'est un monument historique. Ah, d'accord. Un ancien monument historique où vraiment c'est très compliqué en effet de faire des économies. Et alors comment ont-ils réussi à le faire? Eh bien justement, alors en fait comment ils ont réussi à faire? En faisant ces diagnostics, en faisant en fait un établissement QBES, on le voit tout de suite parce qu'en fait tous les élèves s'y mettent. En fait, c'est des événements ludiques, joyeux, participatifs. Ils font des escape games sur l'énergie, ils font des flash mobs. En fait, les professeurs se mettent dans le genre, pas que les professeurs, d'ailleurs les gestionnaires, les directeurs, les CPE, et même l'agent de la collectivité qui est sur place, l'agent de maintenance, ils vont tous participer à un événement. Et c'est comme ça qu'on lance le concours, si vous voulez, avec des événements. Et tout le monde, après, tout le monde fait attention. En fait, vous voyez des affiches de partout, il y a des nudges, éteignez les lumières. Les élèves vont dire aux professeurs, parce que parfois tous les professeurs ne s'engagent pas, il n'y en a que certains, et parfois ils disent aux autres professeurs, mais là il faut éteindre la lumière, l'ordinateur n'est pas fermé, et en fait tout le monde fait attention. Et surtout parce que les plus jeunes sont peut-être plus impliqués finalement que les plus vieux, on peut dire ça comme ça, les plus âgés, sur les problèmes écologiques, sur les problèmes de réchauffement climatique. Ah oui, tout à fait. Alors les jeunes, que ce soit les lycéens et les collégiens, c'est vraiment un souci pour eux. Il y a une éco-anxiété qui est dans qui se ressent vraiment de manière importante. Et le fait d'agir, en fait, ça leur permet justement, quand on agit, on est beaucoup moins angoissé, en fait. Et l'action fait que ils ont envie de faire, mais ils ont une créativité incroyable. Ils font des sites web, ils font des web radios, enfin des web télé, mais c'est absolument incroyable. On a des images, mais c'est magnifique, quoi. Et ils sont motivés. Et ça aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils deviennent vraiment citoyens, en fait. Ils s'intéressent, en fait, à leur citoyenneté. Par rapport à ça, ça développe chez eux beaucoup de compétences. Ils prennent la parole, ils travaillent en groupe. C'est des projets totalement transverses qui sont intégrés dans les programmes pédagogiques, mais c'est transverse. Enfin, alors donc on va faire, je sais pas, des affiches en anglais. On peut dans toutes les matières mettre de la transition écologique. Et voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils rentrent à la maison et ils influencent aussi leurs parents. Et on vient de faire une enquête où vraiment c'est impressionnant. C'est-à-dire que les parents, du coup, font aussi des économies d'énergie chez eux. Et c'est vraiment une manière extraordinaire, je trouve, non coercitive, en fait, d'influencer, de faire comprendre aux gens plus âgés, comme vous le dites, où on est moins sensibilisé à tout ça, parce qu'on n'a jamais eu ces problèmes-là. Et du coup, quand nos enfants nous en parlent, franchement, c'est beaucoup plus efficace. Alors, cette année a eu lieu la 4e édition, justement, de ce fameux concours. Et combien d'établissements participent à ce concours? Alors, depuis le départ, il y a 923 établissements, donc ça fait quand même au moins 300 000 élèves, puisqu'on remet un kit à chaque élève, 300 élèves par kit, donc on sait qu'il y en a au moins 300 000. Et cette année, en général, on a des promotions de 200. Cette année, on avait 185 bâtiments. Là, on a une autre promotion qui va faire 224. On a à peu près 250 établissements
% par promotion. Vous parlez de kit, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Alors dans le kit, j'avais envie de vous en amener un, puis j'en avais pas envie. En fait, il y a des kits en fait où il y a justement faites votre diagnostic à la maison. Avec l'élève revient chez lui et on peut faire un diagnostic. On va passer dans toutes les pièces, on va remplir en fait des petites cases pour savoir si on a pensé à tout. Est-ce qu'il y a des LED, est-ce que ceci, est-ce que ça, il y a plein de questions. Il y a un espèce de comment ça s'appelle, un petit truc mousseur là pour mettre dans les robinets pour qu'il y ait moins d'eau qui passe, parce que ça aussi c'est important aussi on travaille un peu sur l'eau également. Il y a quelque chose il y a un thermomètre. C'est tout bête un thermomètre, mais on ne sait jamais combien il fait à la maison de degrés en fait. Et donc c'est justement pour savoir dans chaque pièce combien il fait. Alors, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont utiles, mais qui permettent aussi en fait d'engager la conversation avec les parents. Oui, et avec les enfants, évidemment. Alors, c'est merveilleux qu'un concours existe, et formidable, 4e édition. On voit bien que ça cartonne, puisque les élèves sont vraiment très heureux, et puis ce sont eux qui essayent de convaincre, finalement, leurs professeurs et parents. Mais est-ce que, finalement, quand on voit tous ces élèves prendre à bras-le-corps, et vous de même, ce problème sur l'impact énergétique, est-ce que ce ne serait pas au gouvernement plus de le faire? Est-ce que vous ne regrettez pas, par moment, et vous dites sonnette d'alarme permanente? C'est le gouvernement qui finance à travers les certificats d'économie d'énergie. En fait, c'est un programme qui est homologué par le ministère de la Transition écologique, sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, les certificats d'économie d'énergie qui doivent être payés par, entre guillemets, les pollueurs, c'est eux qui financent. Donc, il y a quand même quelque chose qui est fait. Et là, justement, on continue à être financé, puisque normalement, ça devait durer un temps. Là, on va continuer à être financé. Et donc, du coup, c'est quand même pas mal. Bravo, en tout cas, Nathalie Lederman, pour ce concours Cubes qui a l'air absolument génial et qui plaît beaucoup à nos élèves, à nos étudiants. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du programme Cubes, qu'on peut dire Cube scolaire aussi, ça change en fonction des envies et des moments. Merci. Comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT, et cette semaine, on leur a demandé leur rapport avec leur doudou. Elisa, est-ce que tu as des doudous? Oui. Alors moi j'ai plein de doudous. Lui je l'aime bien parce que je l'ai eu quand je suis née. Et celui-là c'est mon premier doudou que j'ai porté à la maternité. Oui, ils sont tous dans mon lit, je dors avec. Alors j'ai une grande collection de lapins. Donc lui il s'appelle Neige. Et lui Pimpin. Moi perso j'ai pas besoin de doudou pour m'endormir parce que je m'endors tout seul. 13, 14. Souvent je pense à ma journée d'après puis voilà ça passe. 15. 16. Moi, je pourrais pas vivre sans doudou. On les embrasse évidemment avec leurs petits doudous. Léna avec tous ses doudous, trop mignonne. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Cette semaine, elle reçoit le meilleur pâtissier du monde, Yazid Hichem Rahene. On va attaquer la dernière partie de l'émission où on s'intéresse vraiment spécifiquement à l'école. Pour toi, ça date un peu. Mais justement... Ça date... pour moi aussi. Quel regard tu portes sur l'école française? L'école française, je trouve que c'est une infrastructure assez extraordinaire, exemplaire, parce que moi, je vais souvent à l'étranger. J'ai fait plus de 40 pays là, les 5 dernières années. Et bien trop souvent, quand on est français... On a tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Et en fait, je me suis aperçu en voyageant que ce dont on bénéficiait en France, c'était top. Les infrastructures sont très bien. J'ai été très content de l'école française, pour ma part. Qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait changer ou améliorer? Plus d'expérience de vie. En fait, pour moi, l'école, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas été bon aujourd'hui... En qualité d'entrepreneur, j'ai appris l'anglais, les maths, enfin tout un tas de choses que j'aurais aimé apprendre à l'école si on m'avait dit à quoi ça allait servir. Ouais. Et en fait, quand tu vas à l'école, c'est très compliqué d'être très jeune parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'est pas tous faits pour rentrer dans un moule. Et au final, l'école, c'est réussir dès ta tendre enfance à entrer dans un moule de société. Et si Manon, qui est en face de toi au début de la classe, elle travaille mieux que toi, qu'elle a une meilleure note, déjà tu commences à te complexer très jeune. Et tu te dis que tu es moins bien et ainsi de suite, et ça ne t'encourage pas à travailler à l'école. Et je pense que s'il y avait plus d'expérience de vie
dès plus jeune, il faudrait même mettre un cours de vie en fait autour de à quoi servent les maths et pourquoi on va faire ci. Et je pense que ça servirait beaucoup. Un peu plus de pédagogie en fait, si je devrais mieux m'exprimer. L'école de demain, tu la vois comment ? Dans X années. L'école de demain, je la vois avec plus seulement des profs, mais des encadrants et des coachs de vie réellement, parce que en fait plus notre génération avance, plus le monde avance et il avance vite, et plus dès notre tendre enfance on est assujetti à beaucoup de complexes. Les réseaux sociaux, où on doit tous être plus beau, tous être plus mytho, tous être plus. Mais tu rentres dedans. Je rentre dedans parce que c'est mon business et comme je suis un entrepreneur, je sais ce qu'il faut pour le faire. Mais en vrai de vrai, j'ai une vie en dehors des réseaux. Et le truc, c'est que il y a des gens à qui ça sert, comme moi. Parfois, ça peut aussi faire mal. Et il y en a d'autres à qui ça peut desservir beaucoup et complexer. Et en fait, je pense qu'il faudrait... Moi, je ne suis pas contre mettre des psychologues dans les écoles pour te préparer à la vie de demain. Tu vois ? Plus écouter l'enfant intérieur. Exactement, voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, je pense que ça manque de ça. Et tu es la preuve surtout que la formation professionnelle permet aux jeunes en difficulté de s'en sortir. Est-ce qu'on doit les former plus tôt et plus ? Les enfants plus tôt, je sais pas. Moi, j'ai commencé à 13 ans. Je faisais des découvertes des métiers en 5e. Plus tôt, je sais pas, parce qu'il faut quand même garder un peu d'insouciance enfantine. Et c'est ça qui est la beauté de l'enfance. Mais en tout cas, les formations professionnelles où on t'offre la possibilité de faire des choses et créer avec tes 10 doigts, c'est pour moi la plus belle chose du monde, parce que avec des gâteaux, je sais pas si tu te rends compte, de la farine, des œufs et du sucre, je travaille avec des gens qui sont, je sais pas, au CAC 40. Et Gigi Hadid. Ouais, voilà. et alors que quand j'ai dit en 6e que je voulais faire pâtissier, les mecs qui rêvaient de médecine et d'avocat, ils m'appelaient Croissy-Croissant dans la Mais salle. non, Croissy-Croissant. Ouais, Croissy-Croissant, c'était mon surnom. C'était drôle. C'est mignon presque. Ouais, c'est mignon. Mais je pense qu'il faut sensibiliser le monde, les jeunes, à des métiers comme ça, d'artisanat, parce que c'est une voie de réussite exceptionnelle quand tu les revaloriser en fait. Niveau, exactement. C'est déjà la fin de l'émission. Ah là là. Merci. Un peu, merci d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un... Merci Malika, merci Yazid. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Laure Salmacis, quel est votre sentiment ? Est-ce que le système scolaire, en tout cas le système scolaire à Mayotte, permet de lisser les inégalités ou il n'arrive pas à accomplir cette mission ? Je pense que les choses sont faites pour essayer de tendre vers cet objectif. Ça reste quand même très compliqué, il faut le dire, puisque faute de matériel, faute de conditions nécessaires, avec beaucoup quand même de cours manqués à l'année, à cause des insécurités, des bus qui sont attaqués, et tout ce genre d'insécurité, c'est assez compliqué en fait. Donc les choses sont mises en place, c'est indéniable, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps pour atteindre un objectif viable. Que fait-on des élèves à problème à Mayotte ? Comment vous le gérez, vous, par exemple, au quotidien dans votre établissement ? Anne-Laure ? Alors, il faut savoir que les élèves sont très respectueux envers le corps enseignant. C'est assez surprenant de voir cette sorte de contradiction, puisque on a affaire à une violence et un climat violent ambiant à l'extérieur de l'établissement, parfois même à l'intérieur de l'établissement, mais on ne le ressent quasiment pas, rarement envers le corps enseignant. Alors ça arrive, on a quand même des exceptions, des élèves qui vont se montrer menaçants, mais c'est assez rare. Donc, quand on a affaire à ce genre d'élèves, alors il y a les commissions, enfin, on fait remonter à la direction, il y a des commissions, il y a des commissions disciplinaires, et puis après, il y a sanction.
Il y a 2 raisons pour lesquelles les gens se méfient du mot féminisme. La première, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. La seconde, c'est qu'ils savent ce que ça veut dire. Cette citation est en forme de boutade, évidemment, de la grande féministe américaine Gloria Steinem. Elle est en exergue du livre de Marie-Cécile Nave. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. À quoi ça ressemblerait, on va parler éducation encore plus, Marie-Cécile, à quoi ça ressemblerait une éducation non genrée? Parce qu'actuellement, et vous en donnez des exemples dans le livre, on conditionne quand même énormément. Oui, j'allais dire plus que de raison. Oui, malgré quand même d'énormes progrès depuis une dizaine d'années, il faut le dire. Une éducation non genrée, c'est déjà une éducation qui est consciente qu'il y a un problème, qui est consciente des enjeux de genre. Et être conscient des enjeux de genre, c'est pas être genré, c'est au contraire vouloir dégenrer les choses. Ça veut dire, par exemple, qu'on considère que les attitudes telles qu'elles sont vont très bien, que les programmes scolaires qui ne font aucune place aux autrices, aux peintres, aux peintresses, aux sculptrices, etc., eh bien, ne posent pas de problème. Alors si, il y a quand même un problème dans les contenus de programmes scolaires, dans les attitudes parfois que les personnels éducatifs, mais aussi les familles peuvent avoir vis-à-vis des élèves, filles ou garçons. Il faut compter aussi sur les familles et sur toutes les sphères de socialisation des jeunes. On mise beaucoup sur l'école, on dit l'école doit tout faire, mais en fait l'école n'est pas la seule à socialiser les enfants. On va revenir quand même à un point de définition avec vous, Navi. Ça fait 10 ans que vous nous avez aidé à populariser cette innovation au Jougad. On a eu tendance à le résumer finalement à la frugalité, faire mieux avec moins, mais c'est pas que ça. Absolument. Donc déjà, le mot Jugaad en hindi veut dire la capacité ingénieuse à improviser une solution efficace avec très peu de moyens. C'est un peu l'esprit MacGyver, si vous voulez. Et cet esprit, en fait, a 3 volets ou 3 qualités, qui est l'agilité, qui est vraiment la capacité de transformer des problèmes en solutions. Et puis une deuxième qualité qui est la frugalité, qui est la capacité de faire mieux avec moins. Et puis la 3e qualité, c'est l'inclusion. C'est trouver en fait des solutions qui sont abordables et accessibles à une majorité de la population. Et c'est un concept qui a évolué parce qu'au départ, c'était plutôt ciblé ou du moins cantonné aux pays émergents. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la double urgence sociale et écologique, de plus en plus d'entrepreneurs, dont on a 3 aujourd'hui sur le plateau, sont en train d'incarner cet esprit Jugaad pour justement apporter une solution concrète aux divers problèmes auxquels fait face la société et l'économie française. Ces élèves, ils sont tiraillés sur le plan linguistique ? Alors effectivement, le français est la langue de scolarisation. Nombre d'entre eux découvrent la langue française lorsqu'ils arrivent à l'école. C'est la langue maternelle, le kibushi, le shimaoré. Ce sont maintenant 2 langues qui sont devenues des langues régionales et elles sont reconnues en tant que telles depuis le mois de mai 2021. Donc il est clair qu'il faut leur réserver une place particulière à l'école, encore une fois particulièrement à l'école maternelle, de façon à ce que les parents et les enfants puissent s'approprier les codes, l'organisation, le fonctionnement de l'école. Bien évidemment, la maîtrise de la langue française s'en trouve impactée. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de la journée de la défense et de la citoyenneté, donc âgés de 17 et 18 ans, et uniquement les Français mahorais, on dénombre 70% de jeunes qui sont en difficulté de lecture, donc des jeunes qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas d'une façon fluide et d'une façon aisée. Donc l'enjeu est de taille en ce qui concerne la maîtrise de la langue, mais je m'en voudrais d'oublier les mathématiques, on en parle peut-être un peu moins, et là également les chiffres sont assez faibles quant à la réussite du territoire dans le domaine des mathématiques, mais il s'agit bien évidemment de raisonner, de comprendre, de résoudre des problèmes et pas seulement de faire des opérations là où on réussit un peu mieux. Les Parisiens sont allés voter ce week-end et la question c'était pour ou contre donc les trottinettes en libre service et le contre l'a emporté à près de 90%. Un peu plus de 100 000 personnes se sont mobilisées donc pour cette consultation citoyenne alors qu'ils étaient plus d'1 million à être inscrits sur les listes électorales. On va en voir quand même quelques-unes dans les rues de Paris dans les semaines qui viennent. Alors oui, parce que l'interdiction, ça sera à partir de septembre prochain. C'est là qu'il n'y en aura plus en libre service. Alors Anne Hidalgo a salué une victoire de la démocratie locale, la maire de Paris étant pour interdire l'accès à ce moyen de transport jugé pas si écologique que ça et surtout très dangereux. Pourtant, lors de leur mise en libre service, il y a eu un réel engouement pour les trottinettes. C'était pratique, c'était sympa. Pour les jeunes, ça rappelait un peu l'enfance. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres... Enfin, moi, dans mon enfance, c'était pas électrique, il fallait... Voilà, moi aussi. J'adorais la trottinette. On se faisait mal au dos. Enfin, bon, ouais, c'est pas grave.
Et en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, il y a de quoi quand même s'inquiéter parce que le bilan ne cesse d'augmenter. En 3 ans à Paris, en 2022, il y a eu 3 morts et 459 blessés par des trottinettes électriques et autres engins motorisés individuels. Et 9 fois sur 10, les personnes ne portaient pas de casque. Et c'est vrai que c'est rare de voir des personnes qui font de la trottinette et qui ont un casque. Vous le mettez. Moi, je ne fais pas de trottinette. D'accord, mais si vous en faisiez, vous le mettriez. J'ai eu très peur une fois, non mais justement, une fois sans casque. J'ai eu la peur de ma vie, plus jamais je ferai de trottinette. Et les jeunes victimes particulièrement de ces accidents, puisqu'ils sont de gros usagers de la trottinette en libre service. On considère que près d'un quart des ados parisiens ont déjà utilisé au moins une fois une trottinette électrique en libre service. Il s'agit plutôt de lycéens. Et si l'âge légal d'utilisation est passé de 12 à 14 ans, les 3 opérateurs de trottinettes parisiens ont tout simplement interdit l'usage des trottinettes pour les mineurs depuis novembre 2022, ce qui était déjà un coup dur pour les opérateurs parce que les jeunes représentaient parfois la moitié de leur part de marché. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cher Loïc, vous allez vous goinfrer, vous gaver de chocolat. C'est bien possible. Oui, le week-end de Pâques, c'est fait pour. Oui, et puis avec des enfants en plus, on est obligé de goûter un peu à tout. Oui, oula, cette phrase elle est bizarre. Je sais pas. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Si vous voulez écrire à Loïc Landreau, n'hésitez pas, il adore ça. Oui. Il vous répondra des longues pages, évidemment, de textes, d'amour, de poèmes, de trucs, de tout. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Raphaël Morel. Le son, c'est Maxence Mogin. Au maquillage, Laure Audemont et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci. Très bon week-end à tous. Ciao.